Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième webinaire de Concertation Montréal. Heureux de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de la thématique Répondre aux besoins de vos membres en COVID-19. C'est un besoin qui a été partagé par plusieurs participants des webinaires précédents. Donc, on utilise massivement les nouvelles technologies, ou de moins en moins nouvelles, mais les technologies de l'information pour communiquer avec nos membres ou pour offrir des services en ce moment. Mais c'est pas tout, ce ne sont pas tous les membres qui ont un accès égal à ces outils-là. Et certains services sont très difficiles également à offrir voire impossibles, par ce type d'outils. Donc, on a le plaisir d'accueillir pour le webinaire Alia Hassan-Kournol, qui est la directrice générale de ALPA, donc un organisme qui travaille auprès des immigrants. Elle pourra nous en dire un peu plus sur l'organisme. Et comme je l'ai dit, à chaque semaine, on a opté pour un format de webinaire de 60 minutes. On sait qu'on a beaucoup de concurrence. On a une belle journée aujourd'hui. Donc, c'est difficile d'être bien attentif pendant longtemps. Donc, on utilise un format assez court qui est malheureusement peu interactif. Mais comme vous le savez, au moment de votre inscription, on recueille des questions et des mises en situation, des situations qui vous préoccupent et on les partage aux formateurs, aux formatrices qui peuvent les aborder durant leur présentation. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble. Je vais revenir à la toute fin pour vous donner quelques indications sur les prochaines étapes, sur les formations à venir également. Donc, je précise aussi que Alia est membre du groupe des 30, qui est une initiative de Concertation Montréal qui vise à promouvoir la diversité au sein des lieux décisionnels. Donc, on a besoin de leaders, de communautés ethnoculturelles qui incitent les Montréalais et Montréalaises de toute origine à s'investir au sein de conseils d'administration. Donc, j'aurai l'occasion éventuellement de vous en dire un peu plus là-dessus. Donc, sans plus tarder, j'invite Alia à prendre la parole et c'est avec elle que vous allez passer la prochaine heure. Merci. Merci Philippe. Alors, je vais vous partager mon écran dans les quelques prochaines secondes et puis allumer ma vidéo. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous avoue, un peu fébrile. Je trouve ça très étonnant et particulier de m'adresser à 108 personnes exactement par webinaire et sans vous voir. D'abord, merci d'être là. Merci de prendre un moment dans nos journées qui sont complètement bouleversées en ce moment. Souvent très occupées pour les personnes qui sont notamment dans des organisations communautaires et des institutions publiques qui travaillent avec des personnes plus marginalisées. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter Alpa et puis de tenter de répondre à la question du jour, quelques petites consignes et informations au sujet du webinaire. D'abord, vous dire, pour faire un peu de pouce à ce que Philippe vient de dire, donc on a reçu énormément de questions. J'en ai retenu quelques-unes qu'on abordera en deuxième partie du webinaire pour essayer de faire en sorte que ce soit un minimum interactif dans la mesure de ce que la visio nous permet de faire. Je vous rassure aussi, la présentation va être mise en ligne. Donc, on est en train d'enregistrer le webinaire et puis vous aurez accès à la présentation PowerPoint que j'ai élaborée, à laquelle je rajouterai dans les prochains jours un certain nombre de ressources à la fois scientifiques, mais aussi des partenaires avec lesquels j'ai eu la chance de travailler ces derniers temps en contexte de Covid-19 qui ont été particulièrement utiles pour faire en sorte qu'on réponde aux besoins de nos membres et de nos participants tout en tentant de garder le plus possible des pratiques inclusives. Alors voilà, je veux aussi ajouter quelque chose qui est très important pour moi quand on parle d'inclusion, de diversité et de personnes à la marge, c'est que j'ai moi-même mes propres biais et je vais vous parler de situations que je rencontre, que je connais. Donc, il est évident que moi aussi, j'ai des œillères et que je ne vais pas être
capable d'aborder absolument toutes les thématiques. Donc, partez aussi du principe que je vais répondre au mieux de mes connaissances et au mieux de ce que j'ai rencontré dans la pratique de mes activités. Que ce webinaire n'a pas vocation à être une science exacte, loin de là. Et justement, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on ait une séance plus interactive pour aussi me nourrir de vos pratiques à vous et de vos expériences à vous. Donc, on s'entend que cette présentation sera peut-être un peu parcellaire pour certains enjeux et certains angles. Donc, c'était important de faire cette précision-là. Donc, le sujet du jour, répondre aux besoins de vos membres tout en gardant des pratiques inclusives, est-ce possible? Donc, on va y aller avec la présentation. D'abord, le sommaire, je vais vous parler un petit peu d'ALPA, qui on est, ce qu'on fait, et puis comment, en fait, on a pris un virage et changé des pratiques très, très vite à cause d'une situation de crise. Ensuite, on va voir comment on a réussi à répondre à cette situation de crise tout en gardant des pratiques inclusives. Donc, d'abord, par le fait de connaître nos membres et j'ajouterai nos participants, participantes ou clients, clientes, selon le terme que vous préférez dans vos organisations. L'inclusion comme moyen de résilience. Donc, l'inclusion et la résilience vont évidemment de pair. C'est ce qui permet aussi cette inclusion, le fait de garder des pratiques inclusives, d'être des organisations plus agiles, d'avoir une capacité à se remettre plus facilement quand il y a une situation de crise et donc une situation qu'on ne peut pas maîtriser toujours. Comment on peut s'adapter rapidement. Ensuite, en quatrième point, on va parler de l'importance d'à la fois se concerter et de décloisonner ces pratiques. Et enfin, le plus important, c'est entretenir le lien. Et puis en dernière partie, on prendra les questions. Donc vous voyez, en 1 heure, ça va aller très, très, très vite. ALPA en bref. Alors, ALPA, ça tient pour accueil, liaison pour arrivants. On existe depuis plus de 35 ans. On accueille environ 4000 personnes immigrantes par an dans nos locaux qui sont situés sur Pinneuf, donc dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Un quartier vraiment intéressant aussi par son histoire, sa démographie et le fait que, on le sait, hein, Hochelaga est un quartier qui, qui vit des transitions sociales et démographiques importantes. Et c'est particulièrement intéressant que nos locaux soient dans cet arrondissement où de nouvelles réalités occurrent particulièrement en ce moment. On a 33 employés chez ALPA et donc ça va d'intervenants sociaux, de conseillers en emploi, puisqu'on fait beaucoup d'employabilité auprès des personnes immigrantes, une équipe des communications qui a été particulièrement active ces derniers temps et on y reviendra. Une école de francisation, on donne des cours de français chez ALPA en partenariat avec le MIFI, le ministère de l'Intégration, de la Francisation et de l'Immigration. Je l'ai dit dans le mauvais ordre, excusez-moi. Et donc, on accompagne les personnes immigrantes avec tout type de statut. Ça va de personnes qui demandent l'asile à des personnes qui sont en voie d'obtenir leur résidence permanente. Et on a du niveau allophone au niveau très, très avancé de français dans ces 25 et quelques classes qu'on accueille par session. Donc, par session, c'est 500 étudiants en francisation qu'on a chez ALPA. Donc, vous voyez, on accueille vraiment beaucoup de monde, beaucoup de parcours, beaucoup de tranches de vie. Et ce sont tout autant de personnes qui sont impactées par la crise actuelle. Donc, 35 ans d'existence. Et en fait, la particularité d'ALPA, c'est que le plus possible,
on essaye d'offrir des expériences et des conseils personnalisés aux personnes qui poussent la porte de notre organisation annuellement. Et ça, c'est très, très important dans la gestion de crise qu'on a réussi à mettre en place. C'est vraiment le fait de connaître nos membres, d'avoir des données sur eux, d'avoir des données sur leurs attentes, leurs besoins tout au long de l'année qui nous ont permis un revirement au tout début de la crise. Et donc, j'y viens. Donc, nous, chez Alpa, ce qu'on a décidé de faire, parce que justement, on était en lien avec des participants, participantes qui viennent des 4 coins du monde, on a décidé de fermer nos locaux le 12 mars au soir, donc exactement au même moment que la commission scolaire de Montréal. Il était à la fois impensable pour nous de mettre nos participants, participantes dans des situations sanitaires ou de sécurité et de santé publique qui les mettrait à risque, sachant que dans nos participants, participantes, il y avait des personnes particulièrement vulnérables, et je pense aux demandeurs d'asile qui n'avaient pas encore accès aux soins de santé, au système de la RAMQ à ce moment-là. Ça a été changé par le gouvernement d'ailleurs, et c'est une extrêmement bonne décision. C'est un exemple de pratique inclusive d'ailleurs. Et évidemment, en tant qu'employeur responsable, on ne voulait pas non plus mettre à risque l'équipe d'Alpa. Et parmi elles, il y a des personnes en situation de vulnérabilité pour des raisons de santé notamment. Donc, ça aussi, c'est un exemple de pratique inclusive. Donc, c'était à la fois s'assurer qu'on ne mette personne à risque finalement. Donc, on a eu ce réflexe assez tôt de fermer physiquement les locaux. Et on s'est réunis en comité de direction et avec nos équipes de coordonnateurs pour savoir comment nous étions capables, dans un temps très restreint, de pouvoir continuer à délivrer des services aux participants, participantes d'Alpa. Alors évidemment, le moyen le plus simple, c'est de se dire, bon, on va faire les choses par téléphone. Tout le monde a au moins accès à un téléphone, donc on a très rapidement déployé toutes nos lignes téléphoniques sur des téléphones cellulaires pour qu'on soit au moins capable d'être en mode gestion d'urgence et gestion des réalités quotidiennes des participants, participantes par téléphone, mais c'est évidemment pas suffisant. Et pour pouvoir assurer les services d'Alpa, on a évidemment tenté un petit déploiement numérique dans un laps de temps très court avec des moyens au début un peu limités. Donc, on a évidemment utilisé Zoom assez rapidement. On a mis en place un système de communication assez agile, et on va en parler un peu plus tard, où on se concentrait à la fois sur les communications internes pour pouvoir avoir la remontée d'informations de nos équipes et des communications externes pour pouvoir faire passer ces remontées d'infos qu'on avait de nos équipes aux participants, aux partenaires aussi, ça a été très important, et puis peut-être même éventuellement par moment aux médias pour s'assurer que le plus grand nombre de personnes immigrantes soient au courant de la situation. Donc voilà. Et évidemment, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que oui, on met des choses en place, mais on est dans une évolution des moyens technologiques et des moyens du bord aussi. On va parler de cette question-là, les moyens du bord, les petites choses qu'on peut faire sans utiliser Internet, sans faire de virage numérique, les bons vieux trucs, entre guillemets, qu'on peut utiliser pour s'assurer qu'on va communiquer au plus grand nombre de personnes. Et en fait, cette communication au plus grand nombre, on doit la penser
avec toujours en gardant en tête cette idée que certaines personnes n'auront pas les moyens pour X ou Y raison d'avoir accès aux communications modernes. Donc, on a toujours gardé ça dans un coin de notre esprit parce que notre clientèle avait ces problématiques-là, entre autres. Donc, en fait, finalement, la grande question qu'on se pose ici, qu'on s'est posée, c'est comment on conserve le lien avec les membres et les participants d'ALPA et quels gestes on doit poser. En fait, c'est cette question qui nous a permis de garder des pratiques inclusives et qui nous permet encore constamment de nous poser la question de l'inclusion dans les outils qu'on utilise, dans les programmes et propositions qu'on est en train de faire pour pouvoir continuer à offrir nos services alors que nos bureaux sont fermés. D'abord et avant tout, ça tombe sous le sens, mais on est parfois surpris. Il y a la question de la connaissance de ses membres pour comprendre les besoins et les obstacles. Et d'ailleurs, on a un petit sondage que Philippe va mettre tout de suite à l'écran. Connaissez-vous vraiment vos membres? Ah, ce n'est pas la bonne question, Philippe. Ce ne sera pas très long. Voilà. Donc, pensez-vous vraiment connaître vos membres? Je vous laisse un moment pour répondre au sondage. Et c'est assez intéressant de voir qu'une majorité d'entre vous, 57%, pensent les connaître assez bien. 23%, somme toute, un beau nombre pensent les connaître très bien. Et on a 16% et 3% qui sont un petit peu moins sûrs. Et cette question est très importante aussi bien pour les membres d'un conseil d'administration que pour des dirigeants d'organisations ou des gestionnaires. Pourquoi? Philippe, je ferme ton sondage et je te remercie d'ailleurs de l'avoir mis à l'écran parce que la connaissance de membres, la connaissance de nos participants, ça nous permet deux choses. Anticiper, et anticiper grâce à un processus empathique. Et ce processus empathique-là, cette capacité de nous mettre à la place de l'autre, la capacité à comprendre les besoins de l'autre, l'expression d'autrui vis-à-vis de nos propres biais d'ailleurs, c'est extrêmement important dans toute bonne gestion de crise en fait. Et c'est quelque chose qu'on doit faire de manière continue. Donc, c'est connaître ses membres. On ne doit pas attendre une crise comme la Covid-19 ou une inondation ou un tremblement de terre ou toute autre catastrophe sanitaire ou naturelle. Connaître ses membres, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et qui doit se faire dans un processus continu. L'anticipation, donc la capacité à voir venir, à voir les coups arriver, sans avoir une boule de cristal non plus, hein, mais cette propension à parfois penser toujours en termes de et si on envisageait le pire des scénarios, comment on serait capable de réagir? C'est à la fois l'empathie et va cultiver notre faculté à anticiper les choses et l'empathie déclinant, nous permettant de favoriser l'anticipation, vont nous amener ensuite vers plus de capacité d'inclusion, de pratique inclusive et donc de résilience. Et ça, on va y venir un petit peu plus tard. Alors d'abord, pour connaître ses membres, c'est simple. Il faut les analyser. Il faut prendre la petite loupe et puis regarder de qui on parle, de quoi on parle et quels outils on va utiliser pour
comprendre et connaître nos membres et comprendre les besoins et les obstacles qu'ils rencontrent. D'abord, évidemment, et je pense que vous ne serez pas surpris des outils que je vais amener ici, eh bien, c'est les bons vieux outils qu'on utilise dans des méthodes de marketing ou d'analyse de données à la fois qualitatives et quantitatives. Utilisez des tableaux de bord. Alors, ça peut être un tableau de bord que vous faites vous-même en fonction de problèmes que vous avez à résoudre. Et à la fois en fonction des types de participants, participantes, clientèle que vous pensez avoir. Ces tableaux de bord vont vous permettre de décliner les données que vous ramasserez au fur et à mesure et ensuite de les ordonner pour tenter ensuite d'extraire des données plus précises quant aux besoins ou aux obstacles qui sont rencontrés. Évidemment, pour avoir des données intéressantes, il faut utiliser des méthodes de sondage. Et ça, vous le savez très certainement, dans vos équipes, vous devez avoir des personnes qui s'occupent de communication, de marketing, des chargés de projet, qui sont capables de mettre en place des sondages. Et ça peut être aussi simple que ce que Philippe vient de faire, par exemple. Ça peut être des questions très courtes, des questions un peu plus ouvertes qui laissent place à l'expression. Et vous pouvez le faire de façon virtuelle, évidemment, mais n'attendez pas des situations de crise où vos locaux sont fermés pour sonder vos participants et participantes. Et nous, chez Alpa, c'est parce qu'on avait déjà ces deux outils-là qu'on a réussi à se revirer de bord assez facilement. C'est parce qu'on connaissait les besoins et les obstacles de nos participants, participantes, qu'on était capable d'aller extraire des données parce qu'on avait fait des sondages, parce qu'on en fait régulièrement sur des thématiques différentes, on en fait par service. Donc, l'équipe d'employabilité chez Alpa en fait, elle en fait pour comprendre aussi bien des enjeux en développement de carrière que pour sonder la satisfaction des participants, participantes vis-à-vis de leurs conseillers. L'équipe accueil, intégration et installation le fait pour comprendre les changements de profil des personnes immigrantes, pour comprendre leurs besoins, pour comprendre les situations de vulnérabilité auxquelles elles font face, pour comprendre des cas de discrimination qu'elles pourraient rencontrer. On pense notamment aux demandeurs d'asile face à la crise du logement. On est capable de mettre des choses en place ou en tout cas de mieux répondre à leurs questions parce que justement, on n'hésite pas, et dans plusieurs langues, et ça on va y venir aussi, la question des langues est très importante, à leur poser des questions de façon extrêmement fréquente. Évidemment, et ça, c'est l'outil classique qui vous permet aussi d'analyser vos clientèles, c'est les KPIs et les indicateurs marketing. Et ça, vous pouvez les trouver sur vos réseaux sociaux, notamment chaque réseau social, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, vous permet d'aller chercher ces KPI. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de tester des idées. Quand vous faites une publication sur un réseau social, d'aller chercher ces indicateurs-là, ça vous permet aussi d'extraire des tendances et des comportements qui vous permettent évidemment d'identifier des besoins et des obstacles. Et enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a mis très, très vite en place et vous me direz que vous penserez probablement que ça tombe sous le sens, mais c'est une pratique qu'on n'avait pas. C'est de faire des questions-réponses, et vous m'excuserez l'anglicisme sur le PowerPoint, des questions-réponses partagées, donc des espèces de je me mets à la place de la personne immigrante ou je me mets à la place du conseiller et on se pose les questions. Qu'est-ce que ça me prend pour, en ce moment, demander la PCU? Si je ne parle pas français, comment je peux remplir mes papiers d'immigration? Est-ce que le gouvernement a indiqué le montant maximal qu'une famille pouvait recevoir de prestations sociales dues à la COVID-19? Donc,
en fait, d'écrire toutes ces questions-là, de les travailler de manière collective et de les travailler aussi bien de l'intervenant social au chef de service, à la direction générale, ça nous permet là encore de poser le plus de questions possible et d'anticiper les questions que les participantes peuvent nous poser. À la fois, on se prépare pour eux, on se prépare pour le mieux possible répondre à leurs besoins, mais on se prépare aussi à s'adapter parce qu'on se rend bien compte qu'au fur et à mesure qu'on bonifie ce question-réponse qui est partagé, on le bonifie en fonction des remontées qu'on a du terrain, des besoins que les gens nous indiquent lorsqu'ils nous appellent actuellement. Et ils nous appellent aussi sur des lignes d'urgence. C'est quelque chose qu'on a mis en place. Mettre en place des lignes d'urgence, c'est extrêmement important, et des lignes téléphoniques d'urgence, puisque c'est le moyen le plus utilisé. Ça nous permet, et même si ça dépasse notre mandat, notre mission ou nos habitudes, d'adapter nos services et nos pratiques très, très rapidement. Donc finalement, le but d'analyser, et c'est très simple, c'est de se coller le plus près possible au terrain, le plus près possible dans nos organisations aux personnes qui sont en première ligne, et dans une logique de gestion pour les administrateurs et les gestionnaires qui m'écoutent, il est très important de penser la gestion de crise du moment en termes de gestion du bas vers le haut. Et la communication interne doit être super fluide. Donc, ça veut dire, nous, en tant que gestionnaire ou qu'administrateur, et on le fait chez Alpa, on prend notre téléphone très régulièrement pour appeler les intervenants sociaux, pour appeler les conseillers en emploi, pour appeler nos chefs de service et avoir de l'info, parce que s'il y a des décisions à prendre qui ont un impact plus large sur nos organisations, et si on est capable de déceler des tendances et des besoins qui sont plus généralisés, alors on est capable de prendre des actions plus vite. Et je vois que l'heure file. Évidemment, tout ça, ça va de soi, et je rentrerai un peu moins dans les détails. Ça nous permet de prioriser deux grandes choses: les besoins et les clientèles auxquelles on doit s'adresser le plus possible. Et en ce moment, nous, les besoins ont été très différents. Il est très peu question de faire, et même si ça reste un besoin évidemment, de faire des papiers d'immigration ou des changements de statut en ce moment, puisque c'est aussi au ralenti dans les ministères et dans les administrations publiques. Les besoins qui nous parviennent sont évidemment des besoins qui sont liés à l'aide alimentaire, aux prestations sociales qui sont mises en place par les gouvernements fédéraux et provinciaux, aux mesures de distanciation sociale, au retour en classe en ce moment, à la reprise des activités. Ça, ce sont des questions que les participantes, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est dit actuellement dans les médias, appellent finalement des gens en qui ils ont confiance, des gens qu'ils connaissent, des gens auxquels ils savent qu'ils peuvent parler. La question de la confiance est extrêmement importante ici. Donc, ils nous appellent pour nous poser des questions auxquelles nous-mêmes, nous n'étions pas habitués, et qui nous demandent de constamment se mettre à jour, aller chercher des informations, et parfois ne pas hésiter à passer des coups de fil dans certains ministères quand on n'a pas de réponse assez claire. Évidemment, prioriser les clientèles ou les participantes. On a des clientèles qui sont bien évidemment beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus touchées par la crise de la Covid-19. Et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on pense chez Alpa particulièrement aux personnes qui demandent l'asile ou qui sont entrées de façon parfois irrégulière
sur le territoire québécois qui n'avaient pas accès à des soins de santé et qui devaient s'isoler et se mettre en quarantaine dans des centres d'hébergement, notamment au YMCA ou à l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Et donc, ces clientèles-là, elles avaient vraiment un point d'interrogation au-dessus de leur tête. Et donc, on savait qu'on devait se rapprocher très rapidement d'elles pour essayer au moins de leur apporter un support d'écoute de faire en sorte qu'un lien de confiance se fasse. On a des intervenantes qui sont spécialisées auprès des demandeurs d'asile notamment et qui ont passé des coups de fil sans cesse dans les centres d'hébergement, non pas pour aller démarcher des personnes et leur proposer nos services, mais pour s'assurer que surtout elles comprenaient ce qui se passait en termes d'actualité sociale ici, qu'elles étaient au courant de leurs droits et qu'elles étaient au courant des mesures à prendre. Donc, et en fait, de s'adapter à une réalité très particulière dans un contexte qui est déjà instable. L'immigration, par expérience, c'est une période d'instabilité. Et là, la Covid est venue rajouter des couches supplémentaires d'instabilité auprès des personnes immigrantes en général, mais encore plus pour des clientèles plus à la marge, comme les personnes demandeurs d'asile. Et en fait, c'est aussi c'est très intéressant de penser la gestion de crise en termes de marginalité et de personnes avec des enjeux plus complexes parce que ça va nous permettre de décliner un certain nombre de mesures plus rapidement pour les autres et je vais venir un petit peu après. Enfin, évidemment, pour connaître ses membres, il faut communiquer ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des outils de communication internes pour mieux communiquer à l'externe. Donc, il y a eu le fameux questions-réponses, comme je vous en parlais, où nous, on a anticipé tout un tas de questions qu'on pouvait nous poser, mais on s'est aussi alimenté des questions qui venaient à nous pour dessiner des tendances et faire des communications externes à partir de ces remontées d'infos-là. On a fait des communications très ciblées et à la fois très variées pour l'externe. Et c'était des communications, et vous le voyez, par exemple, le petit graphique, la petite icône la petite iconographie que vous avez à la gauche de la présentation le montre. On a fait beaucoup de petites iconographies comme ça pour s'assurer que on comprenne le message, ne serait-ce qu'en le voyant. Évidemment, on a fait des communications ciblées en fonction des besoins et des obstacles que les gens rencontraient, variées pour faire en sorte que les gens… Il y a des besoins autour de la Covid, mais il n'y a pas que ça. Et on a aussi recensé le besoin, parce qu'on nous l'a dit, de parler d'autre chose en fait. Oui, la Covid, oui, les mesures à prendre, oui, les aides gouvernementales, mais les gens avaient aussi besoin et ont toujours le besoin d'avoir des moments un peu plus bonbons. Et donc, on n'a pas hésité à changer de ton et adopter des tons différents dans nos communications, à la fois dans nos communications sur les réseaux sociaux, évidemment, mais dans la façon dont on parlait aussi aux participants et aux participantes. Enfin, ce qu'on n'a pas hésité à faire, c'est partager nos communications. Oui, on a créé tout un tas d'outils multilingues, puisqu'on travaille évidemment avec des clientèles qui parfois ne parlent pas du tout français et qui avaient besoin de comprendre ce qui se passait. Et on n'a pas hésité à décloisonner nos pratiques et à ne pas garder nos communications et nos outils pour nous. Et on les a partagés avec tout un tas d'acteurs
à la fois communautaires, parfois même politiques. On a des députés qui nous ont contactés pour partager nos communications. Et en fait, ça a été, c'était super intéressant et d'autres organismes l'ont fait et on l'a fait ensemble parce que on doit en ce moment, dans une situation de crise, travailler vraiment beaucoup plus collectivement. Alors, le deuxième point qui est important, et j'y venais tout à l'heure, c'est de penser l'inclusion comme le moteur de la résilience. En fait, excusez-moi, l'inclusion, cette idée de dire on veut entendre les voix de toutes et tous, on veut essayer d'ouvrir nos œillères, de questionner ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on reconnaît moins, de questionner nos pratiques, nos biais, parce que c'est ça l'inclusion, hein. C'est aussi de se dire, en fait, j'ai des angles morts et j'en suis conscient. Ça nous permet d'anticiper, de voir le monde à travers tout un tas de lunettes, finalement. On peut aussi penser l'inclusion comme ça. Et en fait, cette capacité à voir le monde en jaune, en bleu, en rose, en noir, en blanc, ça nous permet d'être plus résilients. Résilients dans le sens où on est capable de voir venir les choses, de s'adapter à un tas de situations plus ou moins complexes, plus ou moins variées, plus ou moins différenciées en termes de temps et d'espace, plus ou moins compliquées à gérer aussi, parce que justement, à un moment, on est capable de se dire « Ah mais attends, c'est vrai que je n'ai pas mis mes lunettes bleues pour penser ce problème-là. Je vais essayer de mettre mes lunettes bleues et de voir le monde autrement. » Donc, l'inclusion, fatalement, c'est selon notre expérience chez Alpa et selon moi personnellement aussi, la base d'un monde plus résilient, la base d'une société qui est capable de prendre tout le monde en compte et d'adapter ses pratiques, ses politiques et les gestes qu'elle pose, notamment dans des logiques sociales, au plus grand nombre. Et en fait, l'inclusion comme moteur de résilience, le postulat de base, c'est de se dire, mettons au centre les personnes qui sont d'habitude le plus à la marge. Et le plus à la marge parce qu'elles sont le plus discriminées sur X ou Y facteurs, s'agisse-t-il de l'âge, du genre, de l'identité sexuelle, de questions de limitation fonctionnelle, le fait de ne pas parler le français, le fait d'avoir certaines croyances. Évidemment, le fait de dire pensons à ceux qui sont le plus loin, dans les plus grandes extrémités et qui ont des problématiques beaucoup plus complexes, ça nous permet d'abord et avant tout de nous dire si je suis capable de répondre aux personnes avec un degré de complexité et de difficulté plus grand, alors fatalement, je serai capable de répondre au plus grand nombre, aux besoins du plus grand nombre. Et donc, quand je reviens à mon exemple des demandeurs d'asile, ce sont par exemple, dans le cas des personnes immigrantes, des gens extrêmement marginalisés parce qu'ils ont accès à peu de choses, à peu de ressources. Ils fuient souvent des situations particulièrement difficiles. Ils arrivent avec des traumatismes, avec des situations parfois d'instabilité psychologique, familiale. Ils arrivent avec parfois peu de moyens en poche, mais beaucoup de volonté. Et ces personnes-là qui sont à la marge, si nous sommes capables de penser leurs besoins, de les écouter, de les interroger, alors on est capable d'extraire des tendances et des pratiques qui nous permettent de répondre au plus grand nombre. Et puis, l'inclusion, c'est aussi comprendre ses propres biais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, notre capacité à se dire que nous-mêmes, il nous manque des bouts.
on n'est pas capable de tout voir, on n'est pas capable de tout comprendre, mais par contre, on est capable de s'entourer de personnes qui pensent différemment de nous, de personnes qui ont aussi vécu des problématiques de discrimination. Ça nous permet, et qui vivent toujours des problématiques de discrimination. Et d'ailleurs, chez Alpa, c'est très intéressant parce que environ 85% des employés d'Alpa sont eux-mêmes issus de l'immigration, ont vécu des parcours d'immigration différenciés. Et évidemment, ça nous permet de comprendre, d'adapter nos pratiques et notre propre expérience et la pluralité des expériences vécues au sein de ceux qui décident, au sein de ceux qui accompagnent, nous permet d'anticiper les besoins et de travailler encore plus sur notre capacité empathique. Évidemment, en situation de crise, on fait face à des inégalités qui persistent. Et l'inclusion, ce n'est pas seulement la question des pratiques qu'on met dans nos organisations en place. Il y a des enjeux plus structurels qui favorisent et qui accentuent des inégalités qui sont persistantes en ce moment. Et il y en a une qui s'est vraiment révélée. Et c'est la question de la fracture numérique. C'est un réel enjeu qui accroît actuellement les inégalités et qui rend encore plus vulnérables des personnes qui le sont déjà et qui les désarme face à une situation de crise sanitaire. Alors, la fracture numérique, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Ce n'est pas forcément le manque d'accès à des outils ou à de l'informatique. On pense bien souvent qu'un immigrant, qu'une personne racisée, qu'une personne qui vit dans des quartiers défavorisés, qu'une personne parfois aussi en situation de handicap n'a pas accès à du matériel technologique. Ça, c'est faux. Pour revenir à ce qu'on connaît nous, on a fait un petit sondage interne pour voir un peu à l'intérieur des participantes d'Alpa qui avaient accès à des outils. Et en fait, c'est à peu près 85 à 90% des participantes qui avaient accès à au moins un smartphone. La fracture numérique, elle se joue en fait dans les infrastructures, dans l'accès à la base, c'est-à-dire Internet. Et donc, si on n'a pas accès à cette base-là, à des bandes passantes qui fonctionnent, à un Wi-Fi à la maison, comment peut-on être en mesure de recevoir l'information? Eh bien, on ne peut pas. Donc, si on veut garder des pratiques inclusives, si on veut s'assurer de parler à nos membres, il faut qu'on soit capable de leur parler autrement que par les réseaux sociaux. Et finalement, ça veut dire parfois revenir au bon vieux moyen. Et je veux vous donner un exemple d'une pratique qui est absolument géniale et qui finalement, à quelque part, revient à des choses qu'on faisait dans les années 70. C'est un organisme de Montréal-Nord en partenariat avec des institutions publiques qui a mis en place une petite camionnette dans laquelle ils ont mis des grands haut-parleurs et branché des mégaphones sur le toit. Et ils sont passés dans des quartiers particulièrement défavorisés de la métropole, donc à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, un peu partout, dans toutes les rues avec ce camion-là, en parlant plus d'une quinzaine de langues. Ça allait du farsi à l'arabe, au créole, à l'espagnol, au français, à l'anglais. Vraiment une quinzaine de langues pour répéter les consignes de sécurité, les consignes de distanciation sociale, pour refaire valoir aussi le respect de certains droits fondamentaux, notamment le respect de l'accès aux soins de santé pour toutes et tous, quel que soit le statut, puisque je vous le disais tout à l'heure, ça a été notamment, les soins de santé sont maintenant ouverts à absolument tout le monde en raison de la crise sanitaire. Donc, en fait, on revient aussi à des moyens de communication qu'on utilisait il y a 30-40 ans pour essayer de briser l'isolement
et de briser le fait que toutes et tous n'ont pas accès aux moyens numériques. C'est aussi des choses qu'on a vu revenir comme du tractage dans les boîtes aux lettres. Et en fait, je crois que la chose qu'on voit revenir le plus finalement, c'est le téléphone, c'est d'appeler les gens. Et ça reste le meilleur moyen de garder une pratique inclusive, c'est d'appeler vos membres régulièrement, d'appeler vos participants, participantes régulièrement. Parce que ça vous permet à la fois de pratiquer une pratique inclusive, et faites-le autant que faire se peut avec des personnes qui parlent différentes langues, si vous avez des clientèles multiculturelles. Faites-le aussi en pensant aux personnes qui sont malentendantes ou qui ne peuvent pas du tout se déplacer. Et ça, le seul moyen de faire ça, ça reste le porte-à-porte. Et c'est des pratiques, vous voyez, qui ne demandent pas d'utiliser de la technologie numérique, qui ne demandent pas beaucoup de moyens financiers non plus, qui peuvent tout à fait se mettre en place dans le cadre des mesures de santé publique et de distanciation sociale, mais auxquelles on n'a plus l'habitude de penser. Et en fait, l'inclusion et la résilience, ça nous amène à nous aussi revoir certaines habitudes que la technologie et le numérique nous ont fait prendre. Le dernier point, et qui est extrêmement important, et ça revient à l'idée de dire l'inclusion, c'est mettre des lunettes, et mettre des lunettes, plus il y a de lunettes, mieux c'est. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des actions concertées et partagées. Et la réciprocité et le partenariat, c'est quelque chose de très important en ce moment. Et d'ailleurs, Philippe a un petit sondage sur les partenariats, quand il sera prêt. Donc, avez-vous scellé de nouveaux partenariats depuis la Covid ? Bon, c'est assez équilibré, 45% de oui, 55% de non. Donc, on va dire que on va se baser sur un quasi 50-50. Certaines organisations ont décidé de mettre de l'avant des activités partenariales en ce moment, et c'est une bonne pratique, et c'est une pratique qui nous met, qui favorise l'inclusion. Je vais vous donner un exemple pourquoi faire ça d'abord, avant de donner l'exemple. C'est parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins tout seul. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible pour les gestionnaires et les membres de conseil d'administration en ce moment, parce qu'on est en situation de crise, on s'est mis en mode gestion de crise. Nous sommes en mode gestion du télétravail et des besoins des employés dans nos organisations. Donc, il est impossible de seul créer des nouveaux programmes ou de nouvelles actions. C'est pourquoi les stratégies partenariales sont extrêmement pertinentes en situation de crise. Des actions concertées et partagées, c'est à la fois avec des partenaires, d'autres organismes qui ont d'autres pratiques, qui font d'autres choses que nous, mais c'est aussi avec les décideurs auxquels il faut souvent parler. Et nous, dans notre arrondissement, on a la chance d'avoir des décideurs politiques, des gens qui nous représentent, qui sont extrêmement à l'écoute des préoccupations des organismes du quartier. Donc, on n'hésite pas à prendre le téléphone et à leur faire remonter de l'information pour que les politiques ou les aides qui sont mises en place répondent réellement à nos besoins. Je vais vous donner. Face à la Covid-19, chez Alpin, on a aussi un besoin qui est extrêmement important, c'est celui d'avoir une écoute. Une écoute pour éviter des situations de détresse psychologique.
et une écoute pour briser l'isolement. Et là, on l'a eu à 2 niveaux. À la fois celle de nos participants, participantes, mais à la fois celle de nos bénévoles. Et nos organisations, pour beaucoup d'entre nous, reposent aussi sur le bénévolat. Et beaucoup de nos bénévoles en fait, s'impliquent dans des organisations d'habitude pour justement ne pas se sentir isolés, pour donner du temps, pour faire autre chose de leur quotidien, pour se sentir utile. C'est un besoin qu'on a identifié assez rapidement. Donc, on a mis d'abord une stratégie partenariale en place à l'interne, j'ai envie de dire, entre les personnes immigrantes qui ont recours au service d'ALPA et les bénévoles. Et là, on a ouvert des lignes téléphoniques entre eux, on les a mis en lien pour simplement se parler. Ça a été très intéressant pour briser l'isolement, mais aussi pour pratiquer le français des personnes immigrantes qui le souhaitaient. Ensuite, on a, sur la question du soutien psychologique, travaillé avec un organisme qui avait exactement les mêmes besoins que nous. Et là, on a travaillé des banques de ressources communes et on a même mis à certains égards des budgets en commun pour s'assurer qu'ensemble, on puisse non pas couvrir les besoins d'un organisme, mais de 2 organismes et couvrir des besoins différenciés. Donc, vous voyez, les stratégies partenariales, aussi petites soient-elles et aussi internes et externes soient-elles, parce qu'on peut penser des partenariats à l'interne de nos organisations, sont extrêmement intéressantes pour faire face à la crise. Et enfin, le dernier point, et ça paraît tomber sous le sens quand on dit comment continuer à communiquer avec ses membres, c'est simplement maintenir le lien. Et ça se fait à 2 niveaux. C'est d'abord parler à vos collaborateurs régulièrement et de façon personnalisée. Et que vous soyez gestionnaire, que vous soyez administrateur, n'hésitez pas à communiquer avec les collaborateurs à l'interne de vos organisations. D'abord parce que nous aussi, nous pouvons faire face à des situations d'isolement et de crise dans nos organisations. Parce qu'on en a besoin pour notre santé mentale. On travaille, mais on ne se voit pas, on n'a pas de lien physique, on n'a pas de possibilité de voir le non-verbal. Donc, avoir des conversations régulières avec les collaborateurs, c'est extrêmement important. Parlez à vos membres et à vos participants, à vos bénévoles, même lorsque vous êtes un gestionnaire ou un administrateur. Ça aussi, ça vous permet à la fois de briser l'isolement, mais à la fois d'obtenir des informations qui peuvent parfois être cruciales et qui peuvent vous permettre de vous dire « Ah, mais je ne l'avais pas vu sous cet angle. Ça, je ne le savais pas. Je n'avais pas pris en compte ce type de situation-là. » Donc, ça nous permet aussi de continuer à cultiver l'inclusion tout en communiquant, tout en s'assurant qu'on continue à communiquer avec nos participants et nos participantes, nos membres, nos bénévoles, nos collaborateurs et évidemment les administrateurs pour les CA. Finalement, ça nous permet une chose très simple, c'est d'agir collectivement au maintien du lien social. Donc, j'arrêterai la présentation ici, puis je vais passer rapidement quelques questions que j'avais tenté de sélectionner. D'abord, comment donner de la valeur à nos membres? Quelle stratégie de communication je peux partager? Mais il y avait cet exemple simple de s'assurer de mettre, par exemple, nos membres bénévoles en lien avec les clientèles de nos organisations, par exemple. C'est aussi quelque chose de très simple parfois. Et ce n'est pas une stratégie de communication en tant que telle, mais c'est aussi de reconnaître le travail des uns et des autres, de reconnaître les bons coups, de reconnaître les bonnes idées, de reconnaître les difficultés aussi. Et en fait, c'est un moyen évidemment de donner de la valeur aux personnes qui nous entourent et les personnes qui contribuent à nos organisations. Comment inclure les gens et aller chercher leur opinion s'ils n'ont pas accès à Internet? Ça, on y a répondu un petit peu.
c'est la question du camion qui se balade de quartier en quartier. Ce qui était intéressant avec cet exemple du camion qui s'est baladé de quartier en quartier et qui diffusait des messages dans plein de langues, c'est qu'évidemment, les gens, les organisateurs communautaires qui étaient dans ce camion-là ont eux aussi reçu un retour. Donc, les gens ont réussi à communiquer sans Internet des besoins, des préoccupations, des interrogations à des travailleurs sociaux ou à des organisateurs communautaires. Il y avait même d'ailleurs la directrice générale de l'organisme Parole d'Exclus qui était sur le terrain dans ce camion-là. Et donc, elle, en tant que gestionnaire, c'est formidable une pratique comme ça parce que ça lui permet de s'adapter très rapidement aux réalités qui sont vécues sur le terrain. Donc, elle va même chercher de nouveaux membres, elle va chercher réellement l'opinion des gens là où ils sont. 3, en cette période de crise, pandémie, où tous font face à une nouvelle situation et où le retour à la normale va bousculer les activités de notre BNL et la recherche de partenaires deviendra un enjeu. Comment poursuivre les pratiques inclusives? Eh bien, allez chercher des partenaires auxquels vous avez tendance à moins penser. N'hésitez pas aussi dans vos partenaires actuels à les questionner sur les formes de partenariat qu'ils sont en train de nouer. En fait, encore une fois, tout réside dans le fait de pas. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de bonne question à poser sur comment je peux avoir ou poursuivre ou bonifier ou augmenter des pratiques inclusives. Soyez curieux. Continuez à vous informer. N'hésitez pas à prendre le téléphone pour poser des questions aux acteurs du milieu. Je l'ai dit aussi aux institutions publiques, aux décideurs. Il y a, en période de crise, il y a quelque chose de formidable qui se crée, c'est la solidarité. Et les gens sont vraiment particulièrement solidaires. Donc, n'hésitez pas à envoyer parfois un message LinkedIn, un petit mot sur Facebook, à prendre votre téléphone et à questionner les gens, à partager vos idées, à partager vos interrogations. Et vous verrez que souvent, ça nous permet de, sans vraiment le vouloir parfois, ou parce que des idées convergent, de créer des nouveaux partenariats qui nous amènent à poursuivre des pratiques inclusives. Philippe, il y avait encore beaucoup de questions, donc je pense que je vais m'arrêter là. Il resterait plus que 2 minutes. J'ai juste envie de terminer en vous disant, n'ayez pas peur aussi de tester des nouvelles choses en ce moment. Dans la mesure où vous allez solliciter des informations de vos membres, où vous allez les questionner peut-être, où vous allez aussi questionner vos partenaires. N'ayez pas peur d'oser. Il faut aussi renverser un peu le paradigme et se dire que peut-être que dans cette crise, il y a des opportunités pour changer nos pratiques, pour bonifier encore plus ce qu'on fait. Donc, gardons cet esprit d'ouverture et c'est ainsi qu'on peut être plus résilient et encore plus inclusif. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup, Alia. C'était vraiment très éclairant. C'était très dense aussi. On avait seulement 60 minutes. Je rappelle que le webinaire est enregistré. Vous aurez l'occasion de le visionner. Ça va être sur la page, sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal, également sur nos réseaux sociaux. Donc, vous y aurez accès. Vous allez également recevoir dans les prochains jours un compte-rendu de la présentation. Également, il y a quelques minutes, vous avez reçu un lien pour compléter le formulaire d'évaluation. Merci de prendre quelques minutes pour nous partager vos commentaires. Également, des suggestions pour les prochaines thématiques. On a eu beaucoup de demandes pour la question des CA virtuels. Ça touche la thématique d'aujourd'hui aussi parce que c'est pas facile pour tout le monde de participer à une rencontre virtuelle, particulièrement, j'ai dit un CA, mais une assemblée générale plutôt. Donc, il y a des défis de ce côté-là, mais on va voir comment aborder la thématique très prochainement parce que la période des assemblées générales est toute proche. Donc,
On a discuté de plusieurs sujets intéressants aujourd'hui. Je vous invite à en parler avec vos conseils d'administration, à solliciter également le point de vue de vos employés, de vos membres, pour voir comment ça peut être abordé. C'est difficile dans le contexte de l'urgence actuelle, mais c'est quelque chose qui se prépare. Puis également, tout le monde le dit, nos pratiques pour les prochains mois, les prochaines années, sans doute, vont être influencées par la crise que nous traversons. Donc aussi bien s'y pencher dès maintenant. Donc, je remercie grandement Alia qui a pris le temps de faire, je pense, un tour de piste assez complet en nous parlant de son expérience à Alpa. Donc, j'espère que vous avez pu en retirer quelque chose qui va pouvoir se transposer dans vos organisations. Donc, merci encore au nom de Concertation Montréal d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter avec deux avocates d'enjeux légaux au conseil d'administration. Donc, la situation actuelle par rapport aux ressources humaines, par rapport aux questions de gouvernance soulève des questions légales. On ne pourra pas donner d'avis juridique, bien évidemment, mais on va vous partager quelques pistes de réflexion ou des éléments à considérer dans les décisions que vous aurez certainement à prendre très bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis merci encore d'avoir été là et merci à Alia. Au revoir. Merci, bonne journée.